Salut à tous, la dernière vidéo a rencontré un super succès et on est à ça de mettre la famille à l'aise et d'aller vivre à Dubaï. Je déconne bien sûr, mais en vrai c'est super cool. Non mais la chaîne a quand même fait 1300 vues déjà sur la première vidéo, quasiment 60 abonnés. NordVPN, vous êtes où là? Vraiment je suis super content du succès rencontré par cette première vidéo et du coup on va enchaîner tout de suite sur la seconde vidéo en parlant du bac qui est derrière moi. Je vous l'avais promis, c'est parti pour le tétraodon Biocellatus. Donc oui, vous l'aviez aperçu lors de la dernière vidéo, et ce bac là, il contient pas une, mais bien deux espèces de poissons, un tétraodon, enfin des tétraodons Biocellatus et des gobies abeilles, et on va tout de suite les voir ensemble un peu plus en détail. Vous allez voir, même s'ils se ressemblent quand même pas mal avec les tétraodons nigroviridis, ils sont très différents. D'ailleurs, vous n'avez pas vu la vidéo sur les tétraodons nigroviridis, mettez en pause là tout de suite, allez voir celle sur les tétraodons nigroviridis, elle est super intéressante aussi. Aujourd'hui, on est sur les Biocellatus et on s'intéresse aux Biocellatus. Donc le tétraodon Biocellatus, ça c'est son nom encyclopédique. Nos amis américains l'appellent le Figure 8 Puffer. Donc le chiffre 8. Alors pourquoi chiffre 8? Parce que en fait si vous les regardez vus du dessus, vous verrez deux petites taches de chaque côté de leur queue. Hey, c'est toi la tache! Comme dans la précédente vidéo, en fait ici on va parler en connaissance de cause parce que ces poissons, comme les tétraodons nigroviridis, ça fait maintenant presque un an que je les ai et pour la petite histoire en fait je les ai depuis presque un an parce que à la base c'était eux que je voulais en priorité et c'était vraiment le poisson sur lequel j'avais jeter mon dévolu. Je voulais vraiment avoir ce poisson parce qu'il avait des propriétés de maintien qui étaient quand même plus faciles à la base que le nigroviridis. Le problème, c'est que j'ai fait tous les shops pour en trouver un. Mais le problème, c'est qu'à chaque fois, on me disait « Bah oui, il n'y a pas de souci, on peut vous le commander. » Et on me le commandait. Et à chaque fois, on m'appelait une semaine après en me disant « Ah, mais le problème, c'est que le fournisseur ne l'a pas. Du coup, ce sera plus long que prévu. Mais j'ai pas de date à vous donner, etc. » Et quand je suis allé dans le magasin en Espagne, j'ai vu les nigroviridis et je me suis dit « Bon, bah allez, c'est parti, feu sur les nigroviridis. » Et le truc, c'est qu'en fait, une semaine après que je prenne le nigroviridis, le shop en Espagne m'appelle et me dit « Hey, on a reçu des tétraodons Biocellatus. Est-ce que vous les voulez toujours ?» Et là, dans ma tête, c'était ouais, en fait, c'était celui-là que je voulais. Donc, bien sûr, je le veux toujours. J'ai fait l'aller-retour, je suis parti les chercher et me voilà donc avec des tétraodons Biocellatus depuis maintenant presque un an. Du coup, je rentre à la maison, j'avais un nigroviridis. Bon, c'est à peu près les mêmes degrés de salinité. Je me dis, bon, c'est pas grave, on va les faire cohabiter. Mauvaise idée, on va revenir dessus un petit peu plus tard. Allez, c'est parti, on va parler du setup. Donc, le setup de ce bac, c'est exactement le même que celui d'à côté. Donc, c'est un 83 litres. Non. Toujours pas d'eau douce, ça reste de l'eau saumâtre, un peu moins de sel évidemment que dans le bac d'à côté, mais ça reste de l'eau saumâtre. Aujourd'hui je suis à 1000, on va faire le test tout de suite ensemble. Je suis exactement à 1003. Donc vous le voyez, on a une salinité qui est super faible, mais je le répète, pas d'eau douce. L'eau douce, clairement, vous allez réduire leur espérance de vie. C'est quand même très dommage sur un poisson aussi attachant de réduire son espérance de vie. Faites un setup pour eux et vous allez voir qu'en fait, l'avantage de cette salinité relativement faible, c'est qu'on peut les faire cohabiter avec quand même d'autres espèces. C'est sûrement le scape auquel j'ai le moins touché depuis le début. Ce scape, il est fait de dragonstone et de pierre d'œil de tigre avec un sol en manado. Cette saloperie de manado là, quand vous mettez de l'eau, que les graviers remontent à la surface. J'espère que vous connaissez cette souffrance du manado, plus jamais le manado. Donc voilà, on a ces pierres et ces pierres qui aujourd'hui sont, vous le voyez, quand même pas de toute beauté et qui retrace quand même un environnement, je trouve, assez proche de la réalité. Alors c'est sûr, quand je vais mettre les mains dedans, je vais sûrement dégager les pierres œil de tigre pour les remplacer par de la pierre de lave, pour avoir évidemment ce bénéfice en fait de la pierre de lave qui va stocker de la bactérie à fond et éviter les pics de nitrite dans le bac quand je vais faire les nettoyages ou aspirer un peu le fond, etc. Et ça fait remonter toujours un peu de déchets qui déclenchent un pic de nitrite. Mais au niveau de la filtration, l'avantage c'est que j'ai récupéré en fait une filtration EHEIM Pro 2 que j'ai récupéré d'occasion sur un groupe Facebook, je crois. Et cette filtration, en fait, qui ne m'a coûté que 30 €, qui a été livrée avec une tonne de médias, donc il doit y avoir 1,5 kg de médias à l'intérieur, donc ça c'est un truc de dingue, et qui me permet d'avoir un énorme réservoir à bactéries et une filtration quand même qui est super optimale pour
pour ces poissons qui ont, je le rappelle, besoin d'une énorme filtration tellement ils sont pollueurs. Donc avant la Eheim, j'avais ça, donc le magnifique filtre cascade qu'on a tous peut-être eu déjà au moins une fois en aquariophilie. Alors c'était cool, hein, mais le filtre cascade, clairement, c'est chiant à nettoyer, c'est bruyant. Moi je trouve que c'est bruyant. Le flot de rejet, en fait, il est quand même vachement concentré vers le bas. C'est pas incroyable pour la circulation de l'eau et en plus, moi j'avais les poissons clairement qui du coup restaient bloqués. Enfin, se calaient en dessous ici pour avoir le moins de flux possible. Et c'était un peu chiant, donc là, la filtration cascade exit. Et on fait confiance à une pompe de filtration externe bien plus efficace. En plus, celle-là, elle doit brasser quelque chose comme, je sais plus, je crois 700 litres heure. J'ai été obligé de la régler à la moitié de sa puissance parce que sinon c'était la tornade dans le bac. Alors comme le Tetraodon nigroviridis, c'est un poisson qui aime plutôt vivre en groupe, en petits groupes, hein, les gars, on n'est pas sur un banc de Rasbora, on est sur des petits groupes, 3, 4 individus, pas beaucoup plus parce qu'après ça commence vraiment à être la guerre. Et dans ces groupes d'individus, vous allez toujours voir en fait un dominant qui va être un petit peu le régulateur d'humeur de l'ensemble du groupe. C'est-à-dire que le dominant, s'il est stressé, les autres vont stresser automatiquement, alors que si le dominant est calme, les autres vont tout de suite se calmer même s'ils sont un peu en stress. Et ça, c'est un gros avantage. Donc là, dans ce bac, j'ai 3 individus, Shutty, Speedy et Yep. C'est Shutty qui est arrivé en premier, c'est celui que j'ai ramené et qui était en cohabitation à l'origine avec les nigroviridis et donc en fait avec Moshi. Donc j'avais Shutty et Moshi. Et donc voilà, la raison pour laquelle je n'ai pas fait un énorme bac avec l'ensemble des deux espèces, les Biocellatus et les nigroviridis. Bon, déjà, c'est parce qu'ils ont besoin d'avoir des paramètres d'eau qui sont légèrement différents, même si en réalité, ils auraient très bien pu s'adapter l'un à l'autre à leurs paramètres respectifs. Mais la raison, en fait, elle est super simple. C'est la bouffe, comme d'habitude, c'est sur la bouffe que ça pose problème. Parce que les Biocellatus, en fait, ils sont 10 fois plus vifs sur la bouffe. Et ils sont bien plus rapides et agressifs, en fait, sur la nourriture que les nigroviridis. Quand on vient les nourrir, eux, ils attaquent la nourriture, clairement. Alors, on est vraiment sur un petit poisson qui est vachement rapide, qui, dès qu'il voit la nourriture, en fait, il se met en mode torpille. C'est-à-dire que s'il voit de la nourriture qui arrive au fond du bac, il va se mettre comme une torpille et arriver comme une balle sur la nourriture. Alors en termes de comportement, c'est un petit peu la même, ça reste un poisson qui est ultra curieux, qui va explorer son environnement systématiquement à la recherche de nourriture, hein, toujours dans tous les cas, quoi qu'il arrive quand il explore, c'est pour trouver à bouffer. Mais c'est un poisson qui va être super curieux, il va avoir une nage qui va être un petit peu plus rapide du coup que le Tetraodon nigroviridis. Et surtout, c'est un poisson qui va être encore plus territorial. C'est-à-dire que lui, pour le coup, une fois qu'il a scanné son territoire, une fois qu'il a défini sa zone de nourriture, sa zone de repos, tout intrus sera éliminé. C'est là que vous voyez vraiment le comportement territorial de ce poisson. Parlons maintenant des choses qui fâchent, parlons des dents. Oui, chez eux, les dents, elles poussent, et j'ai l'impression qu'elles poussent quand même vachement plus vite que chez leurs amis jaunes à points noirs. Et en l'occurrence, là je vous fais un gros plan sur Shutty. On commence à distinguer clairement les dents qui ont bien poussé. On voit le petit V là sur les dents du haut. Je dois surveiller pas mal tout ça et clairement c'est celui auquel j'ai une attention toute particulière à lui donner des coquilles très dures, donc des escargots. Vous savez, les escargots en forme de cône, là, ceux dont on dirait une glace à l'italienne. Ceux-là, je lui en donne particulièrement. Et d'ailleurs il se régale avec et ça lui fait vraiment les dents et j'ai l'impression que ça a quand même pas mal une action en fait sur la pousse parce que j'ai même plutôt l'impression que ça a diminué. Donc heureusement que j'ai cet élevage d'escargots pour subvenir à ce problème et à ce besoin de l'image de dents parce que clairement j'ai pas du tout envie de jouer à la chirurgie. Je vous mets un extrait d'une vidéo de comment ça se passe pour faire une chirurgie de dents des Tetraodon biocellatus. Moi, ça me donne pas envie de faire ça et j'ai pas du tout envie de jouer au dentiste. Alors, est-ce qu'on peut leur mettre des petits potes à ces poissons-là dans leur aquarium? La réponse c'est oui, vous l'avez vu sûrement depuis le début de la vidéo ou vous l'avez vu passer en arrière-plan pendant que je filmais. On peut leur mettre en fait, moi je leur ai mis des gobies abeilles, donc c'est un poisson qui va faire environ 3 cm à la taille adulte et qui a une particularité, c'est que déjà d'une, il est quand même super paisible. De deux, il est assez agressif pour se défendre quand les tétraodons l'emmerdent. Et ça, c'est une bonne chose.
De 3, il a aussi son petit territoire et il a un gros avantage, c'est de pas mal manger les déchets. Quand les 3 loulous derrière, par exemple, quand je leur donne une crevette et qu'ils me font des débris de crevettes qui partent à droite, à gauche, etc., bah, en fait, les gobies abeilles se jettent dessus. Et ça, c'est quand même plutôt pratique parce que ça évite que ça parte tout dans la filtration, que ça repose au fond et que ça finisse en pourriture. Donc les gobies abeilles, il faut savoir, hein, c'est un poisson qui est de toute façon à la base un poisson d'eau saumâtre. Pareil, en animalerie, il est systématiquement vendu comme étant un poisson d'eau douce, alors que pas du tout. C'est un poisson d'eau saumâtre et qui peut même aller quasiment jusqu'à l'eau de mer. Et en plus, c'est un poisson qui est quand même super sympa. Moi, j'adore son comportement, j'adore le regarder. Il a ses 2 gros yeux bien ronds là, et il a vraiment en fait une tête de bourdon. C'est assez drôle. Et la cohabitation se passe super bien. Donc moi, j'en ai 2 de gobies abeilles dans ce bac avec les gars derrière. D'ailleurs, concernant ces gobies abeilles, si vous voulez qu'on leur dédie une vidéo, dites-le moi en commentaire. Hein. Dites-moi ce que vous aimeriez savoir sur eux. Je répondrai évidemment à vos questions. J'ai aussi pu voir qu'on pouvait mettre des mollies avec les tétraodons Biocellatus. Alors je pense qu'il faut quand même avoir un bac sacrément costaud pour mettre des mollies avec, parce que je pense que les mollies étant un poisson qui est somme toute assez pacifique et assez lent, il doit se faire éclater à mon avis si le bac n'est pas assez grand par les tétraodons, ou alors à mon avis il ne touche pas un poil de nourriture tellement les autres sont rapides sur la bouffe. Donc, concernant les plantes, on est toujours sur un bac d'eau saumâtre, donc toujours pas un énorme choix. Du fait d'une salinité qui est quand même un peu moins élevée que dans le bac d'à côté, on le voit, les microsorums, en fait, elles s'éclatent. Sur les images, on voit clairement la distinction entre les feuilles d'origine et celles qui ont repoussé. Vous voyez les feuilles d'origine qui sont toutes marron, en fait, qui étaient des feuilles qui, à la base, avaient poussé dans de l'eau douce, hein, quand vous les chopez à votre jardinerie, animalerie, elles ont poussé dans l'eau douce, et là, quand vous les mettez dans l'eau saumâtre, elles ne vivent pas forcément très bien. Mais par contre, les repousses, vous voyez qu'elles sont d'un beau vert, bien éclatant, et que ça repousse vraiment bien. Donc pour ceux qui auraient pu voir en fait que si vous mettiez de la microsorum dans un bac d'eau saumâtre, en fait, vous auriez de la survie, mais pas forcément de pousse, bah, je vous prouve le contraire. Vous avez de la pousse, il n'y a aucun souci pour ça. Et dans mon cas, j'ai même plutôt pas mal de reproduction de microsorum. On voit en fait sur les feuilles, une fois qu'elles ont noirci, en fait, elles vont avoir des embryons qui vont venir être collés dessus et qui vont se détacher avec la feuille pour aller coloniser le reste du bac. Ou alors, elles vont se détacher pour aller se coller dans la canule d'aspiration du filtre. Et là, c'est un peu plus chiant parce que du coup, il faut que je vienne déboucher tout ça. Et dans ce bac, il y a aussi une anubia. Oui, il y a une anubia. Regardez, cherchez bien, vous allez voir, il y a une anubia. Cette petite crotte là, au fond, qui pousse là sur ce rhizome, c'est une anubia. Alors c'est une anubia qui a perdu toutes ses feuilles quand je l'ai mise dans le bac d'eau saumâtre. Bah là, en fait, j'ai remarqué depuis un mois, en fait, ces petites repousses. Alors, ça avait déjà repoussé, mais comme les autres tétraodons, mais comme leur pote Nigroviridis, les Biocellatus, c'est des assassins de plantes. Donc l'anubia, en fait, à chaque fois qu'il y avait une repousse, il venait, il me la dégommait. Il venait, il me la dégommait. Ou il me faisait les trous dans les feuilles de microsorum, ça c'est classique. Mais en tout cas, vous le voyez, j'ai de la repousse, et c'est des repousses qui seront adaptées à l'eau saumâtre et donc qui pourront vivre et grandir tranquillement. Alors sur la nourriture, ils sont un petit peu moins regardants que leurs copains jaunes, mais il va quand même falloir prévoir du vivant, hein, clairement. Les larves de moustiques rouges, bien évidemment, il va falloir prévoir de la crevette, donc la crevette grise, vous la prenez, vous la mettez dans un bac, ils vont se jeter dessus, ils vont se batailler pour la manger. Évidemment, les escargots, si vous avez l'élevage d'escargots qui va à côté, c'est un plus. Mais vous pouvez y aller sur tout ce qui est krill, vous pouvez y aller sur tout ce qui est vert. Ils vont quasiment tout manger et ils sont un petit peu moins difficiles que leurs copains parce qu'en fait ils se lassent moins facilement de la bouffe. Eux, clairement, vous leur mettez à manger dans le bac, ils se jettent dessus, quoi qu'il arrive, ils ont faim, vraiment faim. Et vous voyez, ils sont capables de manger jusqu'à se faire exploser le bide. Regardez ces images, en fait, vous voyez le ventre gonflé là, de Chetty, il est juste impressionnant. Alors comme les Nigroviridis, ils grandissent pas très vite. Vous voyez, donc là ça fait un an que je les ai, Chetty je pense qu'il faut pareil, il a dû prendre 1 cm maximum. C'est un avantage et l'avantage aussi c'est qu'en taille adulte en fait ils vont faire maximum 8, 9, 10 cm peut-être pour les plus gros.
Donc on n'est pas sur un poisson qui va nécessiter un litrage énorme. Comme je vous le disais de toute façon, en fait, le litrage énorme qui est recommandé, il est plus lié à la pollution. Donc il est plus lié à la filtration du bac. Je pense sincèrement que 3 individus adultes aujourd'hui peuvent vivre très tranquillement dans un bac entre 120 et 150 litres sans souci, voire même peut-être un peu moins s'il y a un peu de longueur de façade. Alors contrairement à leurs copains, ils sont quand même beaucoup moins timides face à la caméra, c'était un petit peu plus facile de les filmer. Mais par contre, comme leurs copains, ils peuvent être soumis à un certain stress, ils n'aiment pas forcément les changements de luminosité. Je l'ai expérimenté puisque quand j'ai filmé, en fait, j'ai mis un peu plus de lumière dans le bac que d'habitude. Et il a fallu bien que j'attende 2 jours avant qu'ils arrêtent de me faire du glass surfing. Donc le glass surfing, c'est quand ils font comme ça là, contre la vitre. Ça, c'est preuve d'un vrai stress chez le poisson. S'ils font ça toute la journée, dans ce cas-là, vaut mieux carrément couper la lumière pour qu'il se calme. C'est un poisson qui est quand même assez vif, qui nage tout le temps. Ils aiment bien, de temps en temps, en fait, aussi se mettre dans le courant. Alors je ne sais pas s'ils font leur footing ou si ça leur fait du bien, si c'est pour la respiration ou quoi. Mais j'ai remarqué qu'ils aimaient bien se mettre dans le courant de la canule de rejet. Dites-moi en commentaire si vous savez pourquoi, mais en tout cas, moi, ça m'intéresse parce que j'ai remarqué qu'ils aimaient bien de temps en temps le faire. Voilà pour cette espèce. Comme promis, j'ai essayé de répondre à toutes vos questions sur le Tétraodon Biocellatus. J'espère en tout cas que vous y aurez trouvé des réponses. Et si j'ai pas répondu à toutes vos questions, posez-les-moi en commentaire. Alors, si la vidéo vous a plu, le rituel, le petit pouce et évidemment on s'abonne. En tout cas, moi, ça m'encourage à vous créer encore plus de contenu. J'ai déjà commencé à tourner en fait la prochaine vidéo. Petit teaser, voilà ce qui va se passer. Allez, on se retrouve très vite et merci à vous d'avoir regardé. Ciao.